Que tu la désires ou pas, la célébrité est une nécessité. Donc dans ce podcast, on va voir pourquoi tu mérites d'être connu. Et puis, un petit peu plus en détail, comment faire et comment ça va s'insérer au cœur de ta stratégie. Alors, si toi aussi tu rêves de transformer tes connaissances en or et créer ton propre empire, bienvenue sur le podcast Business de la connaissance. Je suis Nico Pen et nous voici de retour pour un nouvel épisode. Un podcast qui est de plus en plus suivi et je t'en remercie à toi et à toutes celles et ceux qui ont laissé les célèbres 5 étoiles sur iTunes qui m'aident beaucoup. Si tu ne l'as pas déjà fait, ça peut m'aider, et aussi les commentaires. Merci d'ailleurs à Clément qui se reconnaîtra avec sourire, je pense, qui a laissé le commentaire suivant. Nico Pen est un érudit passionné de stratégie. Ses conseils sont une mine d'or à écouter et à réécouter sans modération. Merci à toi Clément, c'est vraiment super. Et toi qui m'écoutes, si tu ne l'as pas encore fait, si tu peux me mettre une petite note sur iTunes et un commentaire, ça serait cool. Et puis t'abonner au podcast, bien évidemment. Ceci étant fait, passons maintenant au sujet, la célébrité. Alors pour aborder ce sujet, on va s'intéresser justement à la non-célébrité. Et notamment au peintre triste. Qui est le peintre triste? Ce peintre qui est torturé? Eh bien, il s'agit de Van Gogh. Van Gogh qui est un peintre, d'ailleurs si on devait parler d'énéagramme, on le mettrait très facilement sur le profil 4, tellement il en est presque une caricature. Mais bon, ça, c'est pas le sujet, on n'est pas sur la psychologie aujourd'hui. Et Van Gogh, pourquoi je te parle de lui? Eh bien, tout simplement parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'être un peintre triste, c'était un peintre fauché. Et au-delà d'être un peintre fauché, c'était un peintre qui a été connu, qui a été célèbre après sa mort. Ce qui a amplifié encore plus la tragédie de cet homme qui voulait goûter justement à pas forcément cette célébrité, mais au moins qu'on reconnaisse son travail, qu'on reconnaisse son talent et qu'on reconnaisse son œuvre. Quand tu bosses sur une activité, quelle qu'elle soit, que tu sois à ton compte ou lorsque tu étais, ou peut-être c'est encore le cas, salarié, eh bien, la moindre des choses, c'est avoir une reconnaissance de son travail. Et de nombreuses études ont prouvé que l'augmentation de salaire, justement, si on prend juste du salariat, pouvait être un moyen de valorisation, mais qu'il n'était pas suffisant. Et qu'à un certain point, eh bien, ça n'allait pas. Et pourquoi? Parce que, effectivement, l'augmentation de salaire va être une forme de valorisation, mais le fait de reconnaître son œuvre, de reconnaître son travail, reconnaître le talent. Alors, chacun va avoir besoin d'une reconnaissance qui va être bien particulière. Certains vont aimer qu'on apprécie tout l'effort, tout le travail qu'ils ont fourni pour créer leur œuvre. D'autres vont avoir besoin d'une reconnaissance plutôt sur la création en elle-même, sur le résultat final. Quoi qu'il en soit, on a besoin de ça. Et puis même au-delà de ça, ne nous le cachons pas, nous avons au travers de notre personnalité, à différentes mesures et à différents niveaux, un besoin de reconnaissance, on va dire, un petit peu plus global. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable. Donc voilà, on en revient à notre Van Gogh. On peut imaginer que justement sa tristesse de ne pas être reconnu, de ne pas être apprécié, peut-être à moindre mesure, a joué aussi sur son état d'humeur. On va sauter d'un peintre, on va du moins transiter d'un peintre à l'autre, on revient un petit peu plus dans le temps et on va s'intéresser à Léonard de Vinci. Et oui, Léonard de Vinci, le peintre. Sauf que Léonard de Vinci, à la base, il voulait rentrer à la postérité, il y arrivait mieux qu'une grande partie de l'humanité, mais il désirait le faire d'une façon différente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Léonard de Vinci pensait arriver à la postérité, et ça m'a énormément marqué quand j'ai entendu cette information-là, c'est qu'il avait ce désir ardent que son nom soit ancré dans la postérité, que son œuvre soit inscrite dans le temps, sauf que il pensait que ce ne serait pas par son œuvre artistique, mais plutôt par ses qualités d'ingénieur. Et quand je parle des qualités d'ingénieur, je ne parle pas du côté innovateur qu'on va retrouver sur ces carnets, ces célèbres carnets, ces célèbres codex, mais plus sur ce qu'il avait créé.
Et notamment, ce que peu de personnes savent, c'est que, Léonard de Vinci était un très, très, bon ingénieur et notamment un ingénieur hydraulique. Lorsqu'il a travaillé à Venise, il avait justement aidé, contribué à ce qu'il y ait moins d'inondations en faisant des modifications, d'ordre hydraulique. Il avait fait aussi des spectacles lorsqu'il était à Milan. Bref, bon, je pourrais t'en parler pendant longtemps de Léonard de Vinci, c'est un personnage que je connais bien. Mais tout ça pour te dire que finalement, c'est intéressant qu'il y a ce besoin de notoriété, ce besoin que son œuvre soit connue et que celle-ci, finalement, est arrivée à la postérité après sa mort et d'une façon différente de celle qu'il aurait aimé avoir. Parce que, voilà, pour rappel, le tableau le plus connu, le plus célèbre au monde, qui est la Joconde, euh, jusqu'à la fin de sa vie, ce tableau est resté auprès de lui. Donc, il n'a pas connu le public véritablement au moment de la vie de Léonard de Vinci. On a également notre ami, enfin c'est plutôt mon ami, mon pote, mon poteau que j'aime bien voir de temps en temps, on aime bien prendre un café ensemble, on aime bien discuter philosophie, histoire, stratégie, tu l'auras reconnu, il s'agit de Nicolas Machiavel. Et Nicolas Machiavel, son célèbre livre, Le Prince, qui n'est d'ailleurs pas le seul livre de très grande qualité de Nicolas Machiavel, les autres sont moins connus, eh bien Le Prince est un livre qui a été publié plusieurs années après sa mort. Donc là aussi, c'est intéressant de voir tout ça. Et là où je veux en venir, c'est que la postérité de tous ces artistes, de tous ces créateurs, de tous ces inventeurs, s'est faite tardivement, s'est faite trop tardivement. Donc, le truc, le point clé, c'est que tu dois avoir ta propre notoriété. Et mieux vaut l'avoir de son vivant que de sa mort. Et au-delà de ça, on a quand même un contexte dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, parce que je voulais vraiment apporter le cadre complet sur la situation, c'est le contexte actuel. Le contexte que l'on a aujourd'hui, notamment avec Internet et avec l'abondance d'informations, l'abondance de sollicitations, l'abondance d'offres. Parce que oui, on n'est pas à l'époque de Van Gogh. Parce que oui, on n'est pas à l'époque de Léonard de Vinci. Parce que oui, aujourd'hui, des artistes, il y en a peut-être 10, voire 100 fois plus qu'il y en avait à l'époque. Des personnes qui font exactement la même activité que toi, il y en a beaucoup plus que ce qu'il y avait avant. De l'information, à l'époque de Machiavel, lorsqu'un livre sortait, Le Prince de Machiavel, je ne sais pas, j'ai pas des chiffres exacts, mais j'imagine qu'en l'espace d'un an, il devait probablement sortir peut-être 1000 fois moins de livres qu'il en sort aujourd'hui. Donc, le fait d'arriver et d'être transmis, que son œuvre, que nos œuvres soient transmises à la postérité, ou du moins ait un écho, on va dire, parce que là on parle plus du très très long terme, on est plus en mode mission de vie, mais au-delà de ça, que notre œuvre ait un écho à court terme, eh bien c'était beaucoup plus facile aussi. C'était largement plus facile. Il suffit de regarder par exemple, un autre exemple qui est très en opposition avec Van Gogh, Michel-Ange. Michel-Ange qui est un artiste qui a amassé une fortune colossale. Et ça, on le sait très peu, mais c'est quelqu'un qui était très très riche, qui vivait assez chichement, qui qui changeait pas trop d'habits ou quoi que ce soit, mais qui était d'une très très grande richesse et qui en a fait contribuer grandement à sa famille. Donc, à l'époque, c'était plus facile parce que Michel-Ange, il avait pas beaucoup de... Enfin, il y avait de la concurrence, mais elle était quand même faible. Elle était beaucoup plus modeste. Et surtout, il était au bon endroit. Or, la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous sommes déjà au bon endroit. C'est-à-dire que tu sois à Toulouse, à Paris, à, je sais pas, à Londres, à Melun, à Bagnères de Luchon, ou peu importe, eh bien, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit parce que tu as une connexion Internet. Et ça, c'est intéressant. Et là, en fait, on est devant, on va dire, un peu les deux côtés de la médaille, ou du moins le côté paradoxal de la situation. C'est qu'effectivement, tu es au bon endroit, mais le problème, c'est que tout le monde est au bon endroit. Donc, il est beaucoup plus difficile de se faire connaître. Pourquoi? Sur sollicitation, sur abondance d'informations, on l'a vu précédemment. Alors, que faire? Que faire
pour justement pallier à ça? Que faire pour te démarquer? Que faire pour que ton œuvre soit vue, soit connue, soit visible? Que faire pour amasser une fortune telle celle de notre ami Michel-Ange? Que faire pour atteindre une célébrité comme peut-être la sienne? Peu importe. Et même si tu as des objectifs ou des désirs qui sont plus modestes, que faire et comment faire? Eh bien, c'est tout le sujet. C'est tout le sujet. Et la clé, elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Malheureusement, elle n'est pas facile à entendre. C'est que tu dois être connu. On a bien ça. Tu dois être connu. Tu dois être connu pas dans le sens d'une star de la télévision ou une star de la télé-réalité ou que sais-je d'autre. Non, tu dois être connu par une audience, par les bonnes personnes, par le bon public, par un public qui est intéressé par ce que tu fais, par ce que tu offres. Si ton job, c'est par exemple donner des formations sur le yoga, eh bien, et que ces formations sur le yoga sont en langue francophone, eh bien, tu dois être connu sur le marché francophone. Si tu fais des formations sur le yoga en langue italienne, eh bien, tu dois être connu sur le marché italien. Si tu donnes des cours de yoga à Dijon, eh bien, tu dois être connu à Dijon pour le yoga. Donc là, on en vient sur un point clé. Bon, je ne vais pas y rentrer dans le détail, j'en parlais, c'est en connaissance en or. On reviendra également sur ce sujet, sur la formation que je te prépare. Si tu es un petit peu curieux, tu regarderas la description de ce podcast. Eh bien, donc l'idée clé, c'est d'être connu par les bonnes personnes, d'être connu dans la bonne sphère et d'être célèbre. Enfin, connu, célèbre, j'aime pas trop le mot célébrité, mais d'être la célébrité de ton domaine, d'être une personne incontournable, une personne de référence. Ce que je te demande ici, ce n'est pas d'être le numéro un, c'est pas d'être meilleur que l'un ou l'autre. Pour moi, je suis convaincu qu'il y a de la place pour tout le monde du moment que l'on sait trouver où est sa place. Je répète, il y a de la place pour tout le monde du moment que tu sais trouver où est ta place. Après, il y a quand même des astuces. Donc effectivement, tu dois être connu, tu dois arriver à te démarquer de la concurrence. Pour le cas d'Internet, parce que si je parle par exemple des cours de yoga à Dijon, eh bien, Internet va rester quand même le bon endroit. Pourquoi? Eh bien, pour les raisons suivantes. Je vais te donner quelques chiffres. Moi, j'étais quand même assez halluciné par ces chiffres-là. Si on prend le marché français, juste le marché français, 88% des personnes ont accès à Internet. Ça représente 57,29 millions de personnes qui vont sur Internet. Hein, on est d'accord. Étonnant. Enfin, étonnant et juste génial pour nous. 58% des Français sont des utilisateurs actifs, et j'insiste sur le mot actif, des réseaux sociaux. Alors, si tu veux le calculer, ça représente 38 millions de personnes. 71% des Français ont un smartphone, 41% des tablettes. Ça veut dire que 71% des Français peuvent avoir accès à toi depuis leur téléphone. C'est juste énorme. Un Français passe 1h20 sur les réseaux sociaux, 1h22 en moyenne par jour. Et Facebook, venons-en à Facebook, nous avons 35 millions d'utilisateurs actifs de Facebook en France. En gros, ça veut dire qu'il y a plus d'un Français sur deux qui est sur Facebook. Tu te rends compte? Un Français sur deux sur Facebook. Je te parle que de Facebook, je ne t'ai pas parlé de YouTube, je ne t'ai pas parlé d'autres réseaux sociaux. Rien que là. Et en fait, c'est ça qui est magique avec Internet, c'est que tout est à disponibilité. Seulement, il faut savoir l'utiliser convenablement. Effectivement, ces réseaux sociaux sont présents en masse, mais comment être visible sur les réseaux sociaux? Alors, je ne te demande pas d'être visible, d'avoir des pages avec des millions de personnes qui te suivent. Je ne te demande pas d'avoir une chaîne de YouTube avec des centaines et des centaines de milliers d'abonnés. Non, tu peux très bien avoir une chaîne YouTube avec, avec une audience réduite, 5000, 6000, 8000 abonnés. Tu peux avoir un compte Facebook avec ou un groupe Facebook avec seulement, moi j'en connais qui ont seulement 500 abonnés et qui arrivent à très bien vivre avec seulement 500 abonnés sur un groupe Facebook. Tu peux avoir une visibilité sur Instagram avec juste les bonnes personnes. Aujourd'hui, on peut voir que sur Instagram aussi, il y a une vraie visibilité.
et combien d'autres réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux vont t'aider à devenir célèbre. Mais ça ne va pas se faire n'importe comment. Petite parenthèse d'ailleurs, pour les chiffres que je t'ai donnés là, je t'en ai donné d'autres sur le lien que tu trouveras également en description. Donc tu retrouveras tous ces chiffres-là et d'autres encore, j'ai fait pas mal de recherches. Et juste sur ces chiffres-là, les données datent de 2018. Donc elles sont très fraîches. Donc voilà, il y a ce travail-là. Alors je ne sais pas si tu connais le Grumpy Cat. Si tu as déjà vu le Grumpy Cat. Je pense que tu as déjà vu au moins une fois sa tête. C'est un chat qui a une tête où on dirait qu'il fait la gueule. Et ce chat-là, en fait, il est devenu une célébrité sur Internet au point que ses propriétaires ont réussi à surfer là-dessus, ont continué à faire des photos, ils ont fait un compte Instagram, ils ont fait une page Facebook qui était très vue, qui était énormément vue, et ils ont généré plusieurs millions de dollars avec, grâce à leur chat, grâce au Grumpy Cat. Je trouve ça juste drôle. Et on a quelques phénomènes comme ça qui sortent de nulle part, des phénomènes pas que dans le monde des mèmes ou de l'univers drôle, mais aussi dans le monde de la musique, dans le monde de l'art, et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est des, des réussites, des overnight. C'est-à-dire en une nuit, bam, du jour au lendemain, il y a une réussite. Là, il est possible, ça c'est une voie qu'il est possible d'emprunter. Seulement, cette voie, elle n'est accessible qu'à peut-être 0,00001% des gens qui essayent de toucher une certaine célébrité sur Internet, quelle que soit la taille, encore une fois, de ce mot célébrité. Et au-delà de ça, eh bien, le facteur clé pour y arriver, c'est celui que Nicolas Machiavel a appelé la fortuna, qui est la chance. C'est purement et simplement un facteur chance. Donc, je ne sais pas toi, mais moi, je n'aime pas compter sur la chance pour développer mon activité. De même, je n'ai pas envie de me retrouver dans les 0,0001%, et je préfère avoir des actions plus concrètes et avoir une véritable énergie active et une énergie dynamique et une énergie qui amène un véritable retour sur investissement à mon travail. Donc, voilà pourquoi sur les réseaux sociaux, eh bien, ça fait des années que je travaille dessus. Ça fait des années que je développe ma chaîne YouTube. Ça fait des années que je travaille sur sur différents comptes sociaux. J'ai essayé comptes sociaux, j'ai essayé un Snapchat. J'ai arrêté à un moment donné parce que j'ai vu que je ne voyais pas l'intérêt. Là, je suis pas mal actif sur Instagram. Là, tu es en train de m'écouter sur les podcasts parce que là aussi, ça s'inscrit dans une stratégie. C'est une stratégie de développement qui s'appelle une stratégie de développement organique. Et c'est grâce à cette stratégie-là que justement, je vis de mon activité. Alors, tu as les publicités Facebook aussi, je t'en ai parlé déjà sur d'autres podcasts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vis et confortablement de mon activité depuis 2011. Et la publicité Facebook n'a été rentable pour moi que depuis fin 2017, début 2018. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé tous ces médias-là pour pouvoir développer ma notoriété, pour pouvoir développer ma visibilité, pour pouvoir me créer une audience de personnes fidèles et dont certains m'ont acheté des formations en 2012 et m'ont encore acheté des formations il y a quelques mois de ça. Les mêmes personnes. Donc, arriver à pérenniser son travail et arriver à fédérer au maximum. Et ça, vraiment, c'est tout le mal que je te souhaite, c'est de vraiment pouvoir arriver à cela. Mais pour cela, il faut que tu évites de faire quelques erreurs que j'ai fait, que tu évites de perdre du temps comme j'ai pu le faire sur certains axes, sur certaines approches. Tu vois, par exemple, sur ma chaîne YouTube, j'ai supprimé plus de 130 vidéos dernièrement parce qu'elles n'ont pas marché, purement et simplement. Donc ça, je t'en reparlerai un petit peu plus en détail, justement, sur une formation que je suis en train de préparer sur le sujet. Et bonne nouvelle, d'ailleurs, tu es vraiment dans les primeurs, tu as le lien qui est juste en dessous de ce podcast qui va te permettre d'accéder en avant-première à cette formation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toi qui es en train d'écouter ce podcast, oui, toi qui es en train d'écouter, si tu l'écoutes assez tôt, eh bien, tu es la première personne ou tu fais partie des premiers à avoir accès à ce lien privilégié. Puisque donc le podcast sera lancé avant ma communication, on va dire, plus
public. Donc profites-en, regarde, fais preuve de curiosité, le lien est juste en dessous. Et pour finir, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te dire que voilà, tu mérites d'être connu. C'est pas une question de est-ce que je dois être célèbre ou pas, est-ce que je veux faire gonfler mon ego ou pas. Très sincèrement, on s'en fout. On s'en fout. Effectivement, il y a parfois un travail d'ego qu'on doit faire sur cette dynamique-là, mais c'est pas le sujet là. Le fait d'être connu, de mériter d'être connu et de la nécessité d'être connu, c'est juste que tu mérites que ton œuvre, que tu mérites que ton travail, tu mérites que tes créations passent pas forcément à la postérité parce que c'est peut-être pas ton désir. Moi, c'est mon désir, mais c'est peut-être pas le tien. Mais à minima, c'est que ton travail soit reconnu, ton travail soit valorisé et ton travail soit visible un maximum aussi, parce que là, on n'a parlé que de toi personnellement, mais qui puisse aider un maximum de personnes, puisque tu fais du boulot de qualité. Donc, en faisant du boulot de qualité, ça serait dommage que justement, eh bien, ton talent soit gâché. Donc, je t'invite vivement à mettre toute l'énergie possible à te faire connaître. On ne s'en rend pas compte, on l'oublie souvent, mais le gros du travail sur nos activités, c'est le travail de promotion, le travail de se faire connaître, et plus que de faire ou de faire faire. Donc, tu dois passer du temps là-dessus. Et moi, pourquoi mon activité aujourd'hui en est arrivée au point où l'en est, c'est parce que j'ai investi énormément de temps, énormément d'énergie sur cette promotion, sur cette visibilité. Je n'ai pas compté le temps, je n'ai pas compté l'énergie que j'ai investie sur le contenu gratuit. À une époque, je passais 2 jours dans la semaine pour réaliser des vidéos YouTube. Bon, aujourd'hui, je ne le fais plus parce que j'ai trouvé des voies beaucoup plus rapides. Je vais t'enseigner justement dans la formation, mais je faisais ça. J'ai aussi passé, à une époque, j'écrivais 3 articles de blog par semaine, voire même plus. Je suis arrivé à un rythme où j'en faisais un par jour, une courte période. Mais là, pareil, c'est du temps investi. Et ce temps investi, on ne voit pas sur le retour sur investissement de suite, mais crois-moi, pour l'avoir fait, pour l'avoir éprouvé, pour la tester, pour l'avoir validé, pour la valider aussi avec les personnes que j'ai coachées, que j'ai formées, ça marche et je souhaite que ça marche du feu de Dieu pour toi. Donc je te laisse là-dessus, je te laisse regarder en dessous le lien et on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. On se retrouve lundi et lundi il va y avoir une très très belle interview sur laquelle j'ai appris énormément de choses pendant l'interview, donc ça m'a fait très plaisir. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Tu l'as peut-être constaté si tu as écouté l'interview de Nicolas Popovic, à qui je fais un gros coucou parce que je sais qu'il écoute ce podcast. Donc coucou à toi Nico, ça le fera sourire. Et donc voilà, j'ai énormément appris de choses sur l'interview avec Nico qui est sorti lundi. Et l'interview qui va sortir lundi prochain avec Antoine BM, que tu connais ou pas. Si tu ne le connais pas, vraiment, c'est une très très belle découverte que tu feras. Et donc, il a apporté du contenu de très très grande qualité et j'ai appris de très belles choses grâce à lui. Donc, je l'en remercie. Je t'invite à donc préserver et à suivre cette interview-là. D'ici là, je te souhaite une excellente journée et à très vite.